mettre les coraux. Et puis huilateye. Comme à l'accoutumée. Nanad wa yao. Nous avons de nouveau de sortir. Taratu arur arhei. L'oreille est hardie. Restez hardi, moussaillon, moussaillon, moussaillon. Patrice et Lydie Kozak. Bienvenue dans l'émission qui fusionne toutes les cultures des Outre-mer. Et de fusion, il en est question dans ce nouveau numéro de L'Oreille est hardie. Lave en fusion, nuées ardentes, cratères, cheveux de pélé, autant de mots, d'expressions liées au volcan qui obsède les hommes depuis la nuit des temps. Vivants, actifs, endormis, certaines de nos terres d'outre-mer vivent avec le volcan dans tous ses états, donnant pour le meilleur ou parfois pour le pire, l'histoire nous l'a appris, davantage de relief à la vie. Vivre paisiblement ou dans l'inquiétude au pied du volcan, comme c'est le cas à La Réunion, en Martinique ou en Guadeloupe, bien des contrées à travers le monde connaissent ça. Et c'est dans ce rapport parfois paradoxal de fascination et de peur que l'homme entretient une relation intime avec le volcan. Et c'est aussi la raison pour laquelle les explorateurs ont de tout temps observé et essayé de mieux connaître et de comprendre le volcan, à défaut de pouvoir l'apprivoiser. Notre invité du jour, entre autres géologue et photographe, les connaît bien et connaît aussi l'histoire de celles et ceux qui ont mené ces explorations au nom de la science et du savoir. Il a compilé dans un livre tout ce qui lie, finalement, à travers les siècles, l'homme à cet élément tout à fait singulier et vital de la nature qu'est le volcan. Il vient nous parler de ce qui fait sa passion depuis sa plus tendre enfance. Au creux de notre oreille cette semaine, Arnaud Guérin. Arnaud Guérin, bonjour. Bonjour. Vous êtes géologue de formation, mais vous assumez bien d'autres casquettes. Vous êtes spécialiste de l'environnement, photographe professionnel. Je reprends mon souffle, guide naturaliste, auteur de documentaires dont la série que vous avez signée pour Arte des volcans et des hommes, entre autres, et auteur de plusieurs livres, dont celui pour lequel nous vous recevons à L'Oreille est hardie, une histoire de l'exploration des volcans, paru aux éditions Glénat. Avant de parler de cet ouvrage, vous allez vous-même compléter votre portrait, Arnaud Guérin. Parce que moi, j'ai fait juste une liste, voilà, des fonctions que je connais de vous, mais voilà, comme le veut la tradition de ce podcast, dites-nous qui est Arnaud Guérin. Par Arnaud Guérin, vraiment en quelques mots. Je suis simplement un passionné de la Terre. C'est-à-dire que, en fait, quand j'étais gamin, je ramassais des cailloux et je voulais comprendre leur histoire et j'en ai fait mon métier. Écoutez, on remonte toujours à l'enfance et d'ailleurs dans ce livre vous montez non pas à l'enfance mais à la nuit des temps, si j'ose dire, pour essayer de nous faire toucher du doigt ce qu'est un volcan et puis surtout cette aventure formidable de découverte des volcans, de leur fonctionnement, de la façon dont ils vivent et de la façon dont ils font vivre aussi leur environnement. Et vous remontez pour cela jusqu'à moins 3,5 millions d'années. Ce sont les premières interactions que l'on connaît entre l'homme et le volcan. C'est pourquoi cette date en particulier? Parce que on trouve en Tanzanie dans des cendres fraîches qui viennent d'être déposées par une éruption volcanique la trace d'Australopithèque. C'est un endroit qui s'appelle l'Aetoli. On est dans le berceau de l'humanité et là en fait les volcans enregistrent. Les dépôts volcaniques enregistrent la trace de l'humanité qu'on laisse partout, c'est-à-dire nos empreintes. Pour les archéologues, c'est un témoignage extraordinaire. On peut travailler sur la taille des gens, sur le moyen de locomotion, sur des questions qui s'appellent la bipédie. Et ça pose la question de la confrontation de l'homme et du volcan. Là, on peut remonter encore plus loin sur cette confrontation primordiale de notre espèce animale face à la vie tellurique de notre planète. Alors, on va pas égrener toutes les dates que vous évoquez vous, puisque c'est construit de façon chronologique votre livre, et avec cet angle particulier de l'exploration des volcans. On n'est pas sur on va dire une approche scientifique de ce qu'est un volcan. Vous auriez pu le faire, mais là en l'occurrence c'est comment on a réussi à les approcher, comment on a réussi à les connaître et comment on a réussi à les comprendre. Alors on va égrener quand même un petit peu un fil chronologique, mais avant cela, juste pour que les choses soient un peu plus claires dans la tête des gens, on va répondre avec des questions simples. Qu'est-ce qu'un volcan ? Un volcan, c'est un tas de cailloux.
C'est-à-dire que c'est un relief qui est constitué par des matériaux qui sont émis par notre planète. C'est l'activité tellurique de la Terre. Il y a du magma qui va remonter. Le magma, c'est de la roche fondue plus des gaz. Plus ça remonte vers la surface, plus les gaz se détendent parce qu'il y a moins de pression. Et donc, ça va émettre des cailloux sous différentes formes, des grosses explosions jusqu'à des coulées de lave. Et ça va construire un tas de cailloux, poreux par définition. Ça, c'est un élément qui est très important puisque l'eau va pouvoir pénétrer à l'intérieur. Pour les hommes, c'est toujours une ressource en eau extraordinaire. C'est une ressource en matériaux. C'est des endroits où la terre est toujours beaucoup plus fertile qu'ailleurs. Souvent, on a de l'eau chaude, donc on a tout intérêt à y vivre. C'est pour ça que ça a concentré les populations depuis l'origine de l'humanité. Et puis, pour le géologue, c'est là où vont se concentrer tous les phénomènes volcaniques qui sont une traduction de cette vie tellurique de notre planète qui existe depuis 4 milliards 600 millions d'années, c'est-à-dire l'origine de notre planète Terre. Combien de volcans dans le monde en activité et éteints? Alors les éteints, on peut pas les compter parce qu'il y en a partout. Moi, je suis normand. Si vous venez chez moi en Normandie, je peux vous montrer des traces de vieux volcans alors qu'il n'y a plus rien dans le paysage et ils étaient là il y a 500 millions d'années. Des volcans actifs, il y en a 1511, je crois, selon la liste officielle des volcanologues, avec une trentaine ou une cinquantaine qui rentrent en éruption chaque année. C'est la traduction, encore une fois, de cette vie tellurique de la planète. Et ce qui est extraordinaire, encore une fois, là-dedans, là on parle de l'exploration, c'est-à-dire de l'intérêt que ça a suscité chez les hommes de pouvoir comprendre le phénomène fondamental de la vie de cette planète. Si on remonte dans l'Antiquité, c'est Empédocle, ce philosophe grec, qui montait sur les cratères de l'Etna pour réfléchir à l'origine du monde. Il y a laissé sa vie. On a retrouvé une de ses sandales qui a donné le nom au refuge qu'il y avait au sommet de l'Etna, qui s'appelle Torre del Filosofo, la tour du philosophe. Je crois que ça symbolise vraiment ce qu'est la relation entre l'homme et le volcan. Alors justement, on parlait des philosophes. Les philosophes et les poètes de l'Antiquité déjà observaient le volcan sans pour autant le comprendre. On peut pas dater, on va dire, le début d'un début éventuellement de volcanologie à cette époque-là. Mais en revanche, le volcan était présent, extrêmement présent dans la vie et donc du coup dans les écrits des poètes et des philosophes. En fait, on peut mettre une date très simple. Avant 1974, on fait que décrire les choses et en fait on ne les comprend pas dans le phénomène fondamental. 1974, c'est quoi? C'est la théorie de la tectonique des plaques qui va permettre de pouvoir comprendre la genèse fondamentale, pourquoi il y a du volcanisme et comment bougent les plaques les unes par rapport aux autres, comment cette chaleur elle se dissipe et elle va donner les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, etc. Et donc avant, on a affaire à des gens qui vont décrire, qui vont faire des observations naturalistes qui sont toujours valables, qu'on peut réutiliser et réinterpréter avec les connaissances scientifiques d'aujourd'hui. C'est ce qui est formidable. Le plus ancien volcanologue de l'histoire, c'est certainement Pline le Jeune, qui décrit l'éruption du Vésuve en 79 après Jésus-Christ, où on a ce panache formidable qui monte, qui prend la forme d'un pin parasol. Ça devient un panache plinien en volcanologie. C'est ce qu'on a connu à la montagne Pelée lors des éruptions de 1902, etc. Et la montagne Pelée, par exemple, Alfred Lacroix, grand géologue, va venir décrire ces phénomènes et ça fait foi, puisqu'on va décrire pour la première fois ce qu'on appelle des nuées ardentes, c'est-à-dire ces épanchements qui ont malheureusement coûté la vie à 28 000 personnes. Mais en fait, on a toute cette description, cette acquisition de données et d'un seul coup, au XXe siècle, on a les éléments qui permettent de pouvoir comprendre comment ça fonctionne d'une manière globale. Dans votre livre, et pareil, dans tout début de votre livre, pour parler un peu des fondements, on va, si j'ose dire, dans les cieux, puisque vous évoquez Pélée, la déesse du feu du Pacifique. Pourquoi? Parce qu'il y avait un aspect symbolique et c'est finalement un personnage important dans cette étude. Oui, en fait, la confrontation des hommes et les volcans, il y a deux façons de voir les choses qui sont d'ailleurs complémentaires. Il y a une façon qui est ma façon de voir en tant que scientifique. Et puis, il y a la façon de vivre des gens au pied des volcans. Dans le monde, il y a 850 millions de personnes qui vivent au pied des volcans actifs. Et bien sûr, ils se sont interrogés, ils se sont posés des questions. C'est pourquoi ces phénomènes si spectaculaires, pourquoi ces choses ça vous donne la vie et ça peut vous la retirer en un claquement de doigts. Alors bien sûr, les divinités sont apparues là-dedans. Et dans les grands panthéons des divinités volcaniques, on peut parler de Vulcain, mais Pélée,
la déesse des Hawaïens qui viennent de Polynésie, qui trouvent ces îles perdues en plein milieu du Pacifique, qui sont à l'origine un point chaud, c'est-à-dire une remontée de magma profonde qui va donner des îles perdues au milieu de nulle part. Et bien Pélé, c'est la grande organisatrice du monde. Et donc à chaque fois, on a toujours cette dualité entre le phénomène et l'esprit du phénomène, en tout cas. Et les gens ont toujours ça. Et ce qui est toujours marquant, c'est quand vous travaillez avec les volcanologues à Hawaï, ces volcanologues, ils sont les premiers à aller voir les kaunas, c'est-à-dire les grandes prêtresses de Pélé qui font toujours des offrandes à la déesse, parce que le volcan, c'est celui qui donne tout et c'est celui qui peut tout reprendre. Donc ça veut dire qu'il faut toujours être, entre guillemets, dans les petits papiers du volcan. Et là où la croyance rejoint la science, c'est que Pélé a donné son nom à un phénomène, un des phénomènes de l'éruption, les fameux cheveux de Pélé, c'est ça ? Oui, les cheveux de Pélé, on nous parle aussi d'éruption péléenne, de la montagne Pelée. Donc en fait, on est dans un univers qui est un univers scientifique, mais qui est un univers aussi d'imagination, c'est-à-dire que ces premiers explorateurs, ces premiers scientifiques de l'histoire, ils ont imaginé des choses. Et puis il y a des choses qui sont des choses marquantes. Quand vous allez à Hawaï, en ce moment, il y a des fontaines de lave monstrueuses tous les jours. Et ces fontaines de lave, les fils de lave vont refroidir dans l'atmosphère et vont tomber sous forme de fins filaments de fibres de verre volcaniques, qu'on appelle de l'obsidienne. C'est extraordinairement coupant et extraordinairement agressif pour les voies respiratoires, mais c'est d'une beauté absolument sublime. On a l'impression de voir les cheveux d'une créature qui serait passée par là. Et à chaque fois, le volcan, c'est ça. C'est-à-dire, je vous invite un jour à monter au sommet d'un volcan. C'est-à-dire, je réponds à l'invitation tout de suite. Vous asseoir sur le bord du cratère. C'est-à-dire que là, vous allez ressentir la vie tellurique de notre planète, ce qui est très rare. Hein. Ça change vraiment votre vie. C'est-à-dire qu'un volcan, ça éructe, ça respire, ça tousse, ça va mettre vos poumons en feu à cause des gaz acides qui est à l'intérieur. Mais vous allez avoir une sensation qui est une sensation de vie extraordinaire. J'ai l'habitude de dire que les volcans, ça exauce la vie. Ça exauce le goût des aliments qui poussent sur ces volcans. Ça exauce la vie des hommes parce que vous pouvez tout perdre du jour au lendemain. Et ça remet l'humanité dans sa position, qui est sa position de petit animal, devant quelque chose qui vous dépasse totalement en termes d'énergie, en termes de puissance. Et ça explique que les hommes y ont toujours mis les dieux. Tout à l'heure, vous avez dit que tout a commencé en 1974. C'est vraiment là que la volcanologie a été posée. Mais dans votre livre, voilà, vous parlez des aventuriers du volcan, à travers notamment Giovanni Maria della Torre. Oui. Et puis après, Hamilton, qui est aussi un des grands noms, et que vous qualifiez de premier volcanologue. Alors voilà, on parle du 19e, avec j'allais dire le découvreur, pas du tout, mais celui qui a le mieux décrit, le piton de la Fournaise, qui a nommé aussi donc ces cratères, Jean-Baptiste Bory de Saint-Vincent. Parlez-nous de lui, parlez-nous de cette, non pas découverte, mais enfin de cette connaissance de ce volcan de la Réunion. Ces observations à lui sont encore très valables aujourd'hui ou pas ? Oui, parce qu'en fait, quand on est sur un volcan, le paysage change en permanence à chaque éruption. Donc ça veut dire que si vous allez au piton de la Fournaise aujourd'hui, vous allez voir un paysage qui est issu des dernières éruptions. Et donc les cratères ont changé, même s'ils ont été nommés à cette époque-là, de leur nom. Dolomieu, Bory, et à chaque fois c'est un état de la science qui est donné. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que nous, géologues ou volcanologues, chaque état de la science est une page de l'histoire qu'on écrit. Et si on veut envisager la suite de l'histoire, c'est-à-dire les futures éruptions, et quand on parle de scénarios pour les futures éruptions de ces volcans, on a besoin de connaître le passé. C'est un peu comme un médecin qui a besoin de connaître le carnet de santé de son malade. Et donc les descriptions qui ont été faites par ces anciens au XVIIIe, au XIXe siècle sont fondamentales. Comme sur plein d'autres volcans, il est fondamental de comprendre, quand la population était là depuis beaucoup plus longtemps, de pouvoir comprendre les histoires locales, les croyances, parce que ça repose toujours sur des fonds qui sont des fonds factuels de description de la nature. Et on en revient à cette confrontation extraordinaire qui est l'exploration du volcan, la confrontation avec ces forces telluriques de la Terre. Qu'est-ce que Bory de Saint-Vincent a vu et décrit de ce piton de la Fournaise à La Réunion en 1801 ? Et qu'est-ce que l'on a appris depuis de ce volcan et de ses évolutions ? Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'à l'époque, on vient de décrire ce qu'est une caldeira. Au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle, on décrit au pic du Teide, dans les Canaries, ce qui est une caldeira, c'est-à-dire un cratère d'effondrement. C'est-à-dire que le volcan va donner une énorme éruption, le réservoir magmatique va se vidanger,
et donc le volcan va s'effondrer sur lui-même, laissant dans le paysage un énorme trou béant. Un cirque, exactement. C'est au Piton de la Fournaise aujourd'hui, c'est l'enclos. Et puis sur la partie qui est la partie Piton actuelle, eh bien c'est les deux cratères Dolomieu et Bory avec ces effondrements qui sont des effondrements qui vont donner la dynamique. Et en fait, c'est des descriptions qui s'inscrivent. En fait, les paysages sur un volcan, et ce qui est décrit à l'époque, c'est que ces paysages ils s'inscrivent dans une dynamique. Et ils s'inscrivent dans toute l'histoire des éruptions. Et quand vous regardez une carte d'un volcan, c'est une carte à chaque fois avec des couleurs qui vous donnent des dates. Et à chaque fois, ce sont des événements. C'est-à-dire que ça a donné naissance à un nouveau cratère qu'on nomme à chaque fois. C'est une des grandes questions qui, à chaque éruption de la montagne Pelée, à chaque éruption de la Fournaise, quand un cratère naît, eh bien, on va avoir la naissance on va être obligé de le nommer. Et donc, en général, on prend les noms des anciens, des explorateurs, des gens qui ont décrit. Alors, c'est le cas de Maurice et Katia Kraft, par exemple, si on prend dans les années 1980, ce couple d'Alsaciens passionnés de volcans, volcanologues eux-mêmes, qui vont donner les images, qui sont des images qui vont faire le tour du monde, tellement elles sont spectaculaires et tellement ils ont le sens du volcan. Et ça s'inscrit dans la même démarche, c'est-à-dire que c'est des gens qui vont servir leur sujet, qui vont servir cette vision dynamique que l'on a du volcan. On ne peut rien prédire de l'activité d'un volcan. En fait, on ne peut en déduire les étapes, les jalons de son existence que par l'observation. Alors, moi j'aime la formule que disait Maurice Kraft. C'était qu'un volcan actif, c'est un bâton de dynamite dont on sait que la mèche est allumée, mais on ne connaît pas la longueur de la mèche. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'état de la connaissance, on sait qu'un volcan va rentrer en éruption. La problématique, c'est de savoir quand. Si vous étiez islandais, là, vous poseriez la question de savoir quand est-ce que... Peut-être qu'au moment où nous parlons, il y a une nouvelle éruption qui est en train de débuter. On ne sait pas. On sait que pour les 3 semaines à venir, il va y avoir une éruption, mais on ne sait pas dans combien de temps exactement. Parce qu'aujourd'hui, on a des moyens de prévision qui sont très fins, qui se font pas comme au temps des grands anciens, de manière très ponctuelle en allant faire des explorations ou des expéditions. Mais aujourd'hui, les satellites font le travail tous les jours, 24 heures sur 24, en acquisition de données. Et donc, la même chose, regardez, à La Réunion, chaque éruption, le travail des volcanologues de l'Institut physique du globe et de l'Observatoire font que on sait qu'il va y avoir une éruption dans les quelques heures, dans les quelques jours. La question, c'est de savoir où et quand exactement. Mais ça fait partie, de l'état de la connaissance aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été le cas. Et ce qu'il faut dire, que malgré tout, c'est que les volcans, il y a toujours des signes avant-coureurs très importants. Et ce qui explique que les volcans, ça tue peu, contrairement à ce qu'on pense. Parce que on a l'impression que les volcans, ça tue énormément. Les volcans, ça a tué 300 000 personnes depuis la fin du XVIIIe siècle. Ce qui est rien du tout si vous prenez un tremblement de terre, une épidémie, des inondations, un typhon, tue des centaines de milliers de personnes d'un seul coup. Mais peut-être peu de morts. Alors, on peut pas dire que c'est rien, évidemment, mais peu de morts, mais en même temps, ça marque, voilà. Alors, c'est vrai qu'à l'échelle d'une île comme la Martinique, toute une population, celle de Saint-Pierre, éradiquée d'un coup, c'est sûr que ça marque très fortement. D'abord parce que c'est spectaculaire, que ce soit de façon très éruptive avec de la lave ou que ce soit des nuées ardentes comme c'était le cas à la montagne Pelée. Il n'empêche que ça fait peu de morts à l'échelle du temps. Il n'empêche que c'est beaucoup de morts à un instant T. Oui. Alors, il faut aussi voir qu'il y a les circonstances de l'époque. Je ne reviens pas sur les circonstances de l'éruption de la montagne Pelée avec le maintien de la population locale à cause des élections, à cause de contextes particuliers. Parce que même si on avait une connaissance qui était une connaissance bien plus empirique qu'aujourd'hui, on savait qu'il y avait des signes avant-coureurs et que ce volcan, c'était un volcan qui était un volcan potentiellement dangereux. Bien sûr, on n'avait pas encore défini. Et alors là, cette éruption, elle est malheureusement absolument terrible pour la population locale, et c'est vrai que ça glace le sang encore aujourd'hui quand on va à Saint-Pierre et qu'on déambule dans ces ruines, dans ce mausolée, dans ces endroits qui sont si chargés d'histoire. Mais il ne faut jamais oublier, c'est que cette éruption, elle a permis de décrire ce qu'on appelle les nuées ardentes, avec le travail d'un volcanologue qui s'appelle Alfred Lacroix, et puis d'un autre volcanologue qui s'appelle Perret, qui est un volcanologue américain. Qui a donné son nom au musée d'ailleurs, qui est à Saint-Pierre maintenant. Qui était un petit bonhomme extraordinaire avec un canotier à l'américaine, mais qui était un fou passionné de volcans. Il s'est installé sur les flancs de la montagne Pelée. Et alors lui c'est pas juste après 1902, je crois que c'est au moment de la deuxième éruption.
La deuxième éruption à la fin des années 20, au début des années 30. Mais cette montagne pelée, elle a donné son nom à un dynamisme qui s'appelle le dynamisme péléen, donc avec l'émission d'un dôme de lave, avec ses célèbres aiguilles de lave, et puis ces effondrements qui ont donné des nuées ardentes, donc ces épanchements de gaz chauds puissants à l'échelle exactement comme une avalanche, sans frottement, avec des gaz à plusieurs centaines de degrés. Ça descend les flancs du volcan à plusieurs centaines de km/h. C'est ce qui a tué aussi les habitants d'Herculanum, par exemple, lors de l'éruption du Vésuve en 79 après Jésus-Christ. Et donc là, en fait, ça va faire un état zéro, c'est-à-dire qu'on va pouvoir décrire et comprendre cette dynamique et pouvoir cerner le danger pour d'autres volcans dans le monde dont on connaît qui sont susceptibles de pouvoir donner ce type d'éruption. Comme tous nos invités avant vous, Arnaud Guérin, je vous ai demandé de choisir 2 titres de musique. Alors, en plus, le choix était complètement libre et vous avez choisi notamment un titre, le premier, là, celui qu'on va entendre, qui est lié au volcan. Il s'agit d'un groupe appelé La Maison Tellier et d'un titre appelé Sur un volcan. Alors, je vous demande pas pourquoi vous l'avez choisi. Là, on est vraiment dans le sujet. Mais en plus de ça, c'est une musique que vous aimez en particulier? Ouais, écoutez les paroles. Elles invitent au voyage dans les îles. Et c'est l'essence même des îles, c'est-à-dire on peut danser sur un volcan. Donc on a cette vie tellurique de la terre, on a la joie des hommes qui y vivent. Mais écoutez, on en écoute un extrait. Alors je demande généralement à mes invités de nous redire le titre et de nous redire l'interprète et de lancer à la façon d'un DJ de radio. Est-ce que vous vous lancez dans ce petit exercice? Ça s'appelle La Maison Tellier et ça s'appelle Sur un volcan. Secouez-moi tout ça, le charme discret, le calme plat. À quoi sert notre venue? Oh, danser, danser, tout est perdu. Dansez, le tigre a faim. Dansez, vous n'avez plus rien. Dansez, petit bout de chair. Dansez, au bord du cratère. Ni la poussière, ni le magma. À quoi sert notre venue? Oh, danser, danser, tout est perdu. L'oreiller hardi, Patrice et Lydie Kozak. De retour auprès d'Arnaud Guérin pour son livre passionnant, je le dis d'ores et déjà, appelé Une histoire de l'exploration des volcans. Et juste avant d'écouter La Maison Tellier, de danser sur un volcan, nous avons parlé de la montagne pelée. Alors évidemment, moment absolument marquant pour la vie de la Caraïbe, mais en même temps c'est ce qu'on disait, on apprend beaucoup du volcan et si j'ose dire, il y a un avant et un après. Alors moi je rajouterais dans cet avant et dans cet après, il y a aussi le fait que c'est peut-être la première éruption qui est autant documentée, non? Notamment, il y a un film qui est tourné le long de la côte de Saint-Pierre et qui montre les ravages qu'a provoqué cette éruption. Il y a évidemment beaucoup de photos, J'ai l'impression que celui-ci, en particulier, cette éruption-là, ou en tout cas en Europe, a permis d'avoir vraiment conscience de ce que pouvait être une éruption, j'allais dire visuellement. Est-ce que je me trompe? On arrive au moment, c'est presque les premières éruptions de la mondialisation. La première en tant que telle, c'est 1883, c'est le Krakatoa en Indonésie, où on a le câble télégraphique qui va permettre de pouvoir informer le monde entier presque en temps réel de l'éruption. Et puis la montagne pelée, c'est un cataclysme planétaire à cause du nombre de morts, 28 000 morts. Donc on est aussi dans le mythe de la punition des hommes par la nature. Donc ça va servir à presque un storytelling, une histoire qui est une histoire mondiale, qui est servie aussi par des histoires d'hommes. Syparis, ce prisonnier qui est dans le cachot et qui est le seul survivant de la ville, qui va tourner avec le cirque Barnum dans le monde entier comme étant l'homme qui a survécu au volcan. Même si c'est pas le seul, en fait, c'est ce qu'on raconte. Et même si c'est pas le seul, en tout cas, il va être mis en valeur. Il va être, ça va entrer dans la mémoire collective de ces grands cataclysmes.
Ça va faire beaucoup pour la connaissance des volcans, on en a parlé sur la description des phénomènes, mais ça va aussi marquer le fait que profondément nos sociétés occidentales vont associer le monde des volcans et le danger. J'ai eu la chance de faire une série documentaire pour Arte qui s'appelle Des volcans et des hommes. Ce que j'ai appris en côtoyant des hommes dans 35 pays de la planète, sur 35 volcans différents, c'est que pour 95% ou 98% d'entre eux, les volcans, c'est positif, ça donne la vie. Un volcan, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un tas de cailloux poreux, l'eau va rentrer à l'intérieur, il va y avoir des sources, le sol y est fertile, on peut avoir de l'eau chaude, on a des bienfaits extraordinaires, on va donner des légumes, des fruits qui sont bien plus goûteux et odorants que ce qui pousse à côté. Et donc ça va concentrer la vie. J'ai l'habitude de dire que ça exauce le goût de la vie, mais c'est exactement ça. Et d'ailleurs, les volcans sont quasiment tous, le lapsus est révélateur, ont tous un nom féminin. Il est très rare d'avoir des volcans avec un nom masculin. Stromboli, il l'appelle Idou, c'est-à-dire lui. Ça, c'est clair. Mais si vous allez voir les Siciliens, ils appellent Mongibello. C'est monté en arabe, et Djebel, c'est la montagne des montagnes. Et ils en parlent comme une femme. C'est la donna, c'est la femme. C'est celle qui va donner la vie. Quand vous allez à La Réunion, entre le Python des Neiges et le Python de la Fournaise, quand vous allez dans les cirques, bien sûr, on parle de ça parce qu'on a une présence de la nature qui est tellement importante que voilà, on sait que le volcan va suinter, il va y avoir des sources qui vont donner de l'eau, il va y avoir et puis ça donne ça donne cette vie, ces traditions culinaires qui donnent cette réputation à ces îles. Elle vient aussi de là, cette richesse fantastique. Si vous allez voir aujourd'hui, au pied de la montagne Pelée, les gens sont revenus parce qu'il y fait bon vivre. Ils savent très bien qu'ils peuvent tout perdre, mais voilà, il faut toujours écouter les hommes qui vivent là. Ils ont toujours quelque chose à vous raconter. Et en fait, c'est pas une opposition entre la science et les cultures locales. Il y a toujours un enrichissement mutuel. Et c'est pas étonnant donc que ça fasse des films, que ça fasse donc des superbes images. C'est vrai, parce que ça, on en a pas parlé. Il y a quand même énormément de documents, des photos, des documents, des cartes, des reproductions de ce que l'on connaissait du volcan de l'époque. Et on voit cette évolution justement iconographique tout au long du livre. Et ça aussi, c'est passionnant. Et puis oui, c'est vrai que je le ressouligne. Vous êtes photographe professionnel. Il y a quelques-uns de vos clichés. Oui. D'ailleurs, c'est vous qu'on voit. Non, c'est pas moi. Ah vous voyez. J'étais sur cette éruption. Sur le devant de la couverture, il y a donc cette superbe langue de lave, de feu, et on voit une silhouette d'un homme. C'était en 2001 à l'Etna, une très grande éruption, et j'étais le jour où cette photo a été faite, j'ai fait quasiment la même, mais en fait celle-ci était en verticale, donc on l'a utilisée pour la couverture, et c'était un moment qui était un moment extraordinaire. Et il faut jamais oublier, c'est que quelques heures avant, en fait, des touristes une touriste espagnole avait pas perdu la vie, mais avait perdu ses jambes balayées par une bombe volcanique issue de cette. Donc en fait, le volcan, c'est toujours quelque chose qui exauce la vie, mais il faut toujours, moins on y passe du temps, mieux on se porte. Il faut toujours voir le danger. En fait, sur un volcan, ce qu'il faut bien voir, c'est que le danger, je parle d'une éruption en Colombie, avec un livre qui s'appelle Le cri du volcan, qui est absolument glaçant. C'est des volcanologues qui montent sur un volcan qui s'appelle le Galeras. Il y a une ville importante de Colombie juste au pied. Ils veulent aller, ils font des mesures, tout va bien, et d'un seul coup, il y a une petite explosion pour le volcan, mais une grosse explosion pour eux, puisqu'ils sont dans le cratère. Et donc, il y a 7 morts. Et ce bouquin raconte la genèse de ça, en fait. Et donc, sur un volcan, il faut toujours être sur ses gardes. Il y a toujours le volcan, même si on lui donne pas une personnalité, mais il vous laisse rentrer. Mais il faut pas rester trop longtemps. Il faut pas squatter le volcan. Et il faut toujours avoir une démarche qui est une démarche, comme je vous le disais, qui est très proche des peuples premiers, c'est-à-dire demander l'autorisation. Quand on monte au sommet de l'Olwai, qui est la montagne sacrée des Maasai, vous allez voir le chef du village qui va interroger le dieu Engai. Ils sont monothéistes. Et Engai va vous autoriser ou pas à monter. Et donc c'est vrai que même si vous êtes totalement scientifique, si vous êtes totalement dans votre époque, en fait ça soulage en fait. Ça permet de pouvoir vous confronter à cette nature, et l'ascension est extrêmement difficile, il y fait froid là-haut, vous êtes en haute montagne et vous avez l'activité qui est là.
Mais il y a un petit supplément d'âme qui fait que c'est l'histoire des hommes et des volcans qui s'exprime là. Arnaud Guérin, avant de conclure ce moment passionnant, vraiment, quand on évoque les volcans, on s'attend pas à aller autant dans différents domaines scientifiques, médicaux, humains, religieux, scientifiques, tout ce que vous voulez. Allez, on va marquer une deuxième pause avec ce titre que vous avez choisi, Björk, avec ce titre Yoga. Alors voilà. Je vais vous demander pourquoi. Est-ce que vous accompagnez dans l'écriture? Est-ce que c'est une musique qui vous accompagne quand vous êtes en pleine ascension ou en pleine chasse photographique? Enfin bref, pourquoi ce titre? En fait, l'Islande est mon pays de cœur où je suis allé plus de 80 fois. Et en Islande, il y a un massif volcanique extraordinaire, qui s'appelle une réserve qui s'appelle Fjallabak, qui veut dire derrière la montagne. Et dans cette chanson, Björk parle des emotional landscape. Et la première fois que je suis allé en Islande, il y a une Islandaise qui m'a dit « Tu verras, ici, on n'est jamais seul ». C'était assez énigmatique comme presque sentence. Elle me dit « Oui, en fait, il y a la nature ». Et en fait, quand on se balade dans cet endroit, que vous partez seul avec votre sac à dos, au bout de quelques heures, en fait, vous regardez les coulées de lave et vous retournez. Et c'est vrai que cette nature est là, sans penser ou croire comme les Islandais que c'est un lieu qui est hanté de créatures d'un autre monde, puisque les Islandais croient aux elfes, aux trolls, à toutes ces natures, en tout cas tout ce qu'on appelle le peuple caché. Mais en tout cas, c'est un paysage qui vous prend aux tripes. Et je trouve que la musique de Björk est extrêmement liée à ça. Elle est mi-groenlandaise, mi-islandaise. Donc elle a des profondes racines animistes. Et ça s'exprime vraiment dans cette musique. Allez, on va écouter Björk qui nous emmène vers ce emotional landscape, donc ce paysage émotionnel dans ce titre, Yoga. All these accidents that happen, follow the dot. Coincidence makes sense only with you. You don't have to speak, I feel. Landscapes, they pass on me. The riddle gets solved, and you push me up to this state of emergency. How beautiful to be state of emergency is where L'oreille a du goût. Saveur, goût, odeur, bruit, tout ce qui peut rappeler l'enfance s'entend dans l'oreille hardie grâce à Anne Bonneau. Et parmi ses interlocuteurs et interlocutrices rencontrés à La Réunion, Emara, qui se souvient des repas de famille où l'on mangeait les plats dressés sur la feuille figue, traduisez la feuille de bananier. Souvenir joyeux et goût d'enfance. Écoutez. Un goût de fête chez moi. Qu'est-ce que vous fêtez? Un goût de fête chez moi jusqu'à l'air, mais pratiquement encore. C'est quand le tout il trappe un feuille figue là, ils mettent ça sur la table et là ils mangent nous tout ensemble, frères, sœurs, cousins, cousines, maman, papa, tati, ma tante, tonton, tout ensemble là ils mangent dessus feuille figue. Ça pour moi c'est un goût de fête. Là mais voit vraiment la fête. À l'époque c'était plutôt Massale Cabri, Cariton, ou bien sinon ça l'avait. Ben quand ça va cérémonie, mon temps la cérémonie longtemps là-haut, je suis bonne camarade Malbar là-haut dans la saline Léo. Il m'a connu ça comme ça. Mais c'est là m'a vu vraiment, pour moi c'est pour ça l'inscrit comme goût la fête, parce que m'a vu vraiment, avait l'ambiance, la fête derrière tout ça là. Bonne créole, ça va être le pique-nique. Partage dans la forêt, dans le bois, ou sur la mer. Là aussi, c'est un goût la fête. Mais pas pareil encore. Mais pour moi, c'est le réunion, ce réunion famille, ce réunion l'entourage, un tas de là. Tout le monde ensemble, il partage. Il partage, il assise, il boit, il rit. Il calcule pas rien là. C'est là, n'a pas de souci là, n'a pas rien pour arriver à où là. Quand on est dans l'ambiance, goût la fête comme ça. L'oreille est hardie. Patrice et Lydie Kozak.
C'est bientôt la fin de ce rendez-vous. Merci Arnaud Guérin d'ores et déjà pour tout ce que vous nous livrez, et je suis sûr qu'on pourrait faire bien d'autres émissions encore pour parler des volcans, et en particulier des volcans qui se situent dans ces outre-mer français. Justement, voilà, en l'état actuel, en tout cas de ce que vous savez vous, parce on a l'impression d'entendre parler d'un réveil de la montagne Pelée en ce moment, justement. On en revient encore à elle. Il y a eu, il y a peu de temps encore des séismes. Les populations, elles, en tout cas, les ressentent de plus en plus, et voilà, sont à la fois pas inquiets, mais enfin quand même, ils commencent à se poser des questions sur la fréquence de ces séismes. Et donc, les scientifiques aussi se disent que il semblerait qu'il y ait une espèce de regain d'activité de la montagne Pelée, même si on ne parle pas encore d'éruption. Ça montre bien qu'un volcan, ça vit, et ça vit au cours des années. Mais il y a des soucis à se faire, justement, à l'heure où on parle de bouleversements écologiques divers et variés. En fait, il n'y a pas de souci à se faire. Il faut juste considérer qu'on habite sur un volcan actif, un des volcans les plus actifs de la planète, qui s'appelle la montagne Pelée, qui est l'expression de la subduction de la plaque océanique sous la microplaque Caraïbe. Ça donne les volcans qu'il y a juste à côté, Guadeloupe, la Soufrière. Voilà, la Saint-Vincent, Montserrat et Ménégodope. Pour être allé à Montserrat, voilà, les gens l'ont vécu dans leur chair d'une manière phénoménale. Montagne Pelée 1902, 1928, 32, là on a ça. Aujourd'hui, ce volcan fait l'objet d'un observatoire avec des équipes qui travaillent sur le terrain. Nous étions allés lors du tournage des volcans et des hommes avec la directrice de l'observatoire volcanologique faire des prélèvements sur les eaux sur les sources chaudes qui existent sur le volcan et qui traduisent une activité qui est une activité d'un volcan actif. Ça veut dire que c'est la vie du volcan. On vit sur une planète vivante et c'est formidablement porteur de sens. Il faut simplement réintégrer ça dans la culture locale. Comme c'est le cas à La Réunion. Eux, ils savent que ce volcan est... L'activité n'est pas la même, mais pas la même. Parce que là, on est dans un volcanisme plus effusif, quoique on peut avoir des éruptions plus violentes. Mais on sait qu'il est actif, on le voit. C'est-à-dire qu'il y a ces coulées de lave extraordinaires, etc. Il y a une vraie culture à La Réunion, plus qu'elle n'est en Martinique, où effectivement ce volcan, finalement, on en parle peu. C'est paradoxal parce qu'il y a un traumatisme qui est un traumatisme majeur. Il y a aussi l'histoire de la Guadeloupe à côté avec l'éruption manquée de 1976, avec ce combat entre scientifiques et ces égos de scientifiques qui ont évacué puis refait venir les populations, etc. C'est toujours contre-productif. C'est jamais simple comme pour les gens qui sont en charge de ça. Mais voilà, on doit nous se réapprivoiser, se réapproprier le volcan qu'on a dans le jardin, en tout cas quand on vit là. Et c'est une formidable chance, parce que c'est un formidable patrimoine naturel que de vivre. Et le patrimoine, c'est toujours une chance et pas une charge. Et vous contribuez donc à vivre ce volcan, et j'incite tous nos éditeurs à lire ce livre, parce que vraiment, si vous voulez en savoir plus de façon empirique ou parce que justement vous êtes à côté du volcan, et peut-être pour se réapproprier cette culture de vie au pied ou à côté du volcan. C'est un livre qui se butine, c'est-à-dire qu'on peut en lire 2 pages, puis après on revient. Ça permet de découvrir des personnalités, ça permet de découvrir des grandes éruptions, et puis ça permet de découvrir aussi des perspectives et comment vivre avec le volcan. Donc je rappelle le titre, Une histoire de l'exploration des volcans, c'est signé Arnaud Guérin et c'est paru aux éditions Glénat. Merci Arnaud Guérin de votre visite à ce micro, et merci à vous de l'autre côté de l'enceinte de nous avoir écoutés. Et pour retrouver toute la science, tous les récits fabuleux que vient de nous livrer Arnaud Guérin, il y a son livre, et puis il y a la réécoute de ce podcast. Rendez-vous sur lapremière.fr pour retrouver L'Oreille Hardy, que vous pouvez aussi retrouver sur les plateformes de podcast et également sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. Restez hardi Moussaillon, même si vous vivez au pied du volcan. Écoutez, n'hésitez pas à mettre un peu de culture des Outre-mer. Ça vous fera passer aussi ce temps formidable que vous vivez à côté des volcans. Merci encore Arnaud Guérin, et puis rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre.